face aux grandes gueules. Gabriel Attal, l'ancien Premier ministre, l'ancien ministre de l'Éducation nationale, le secrétaire général de Renaissance, président du groupe Ensemble pour la République à l'Assemblée nationale. Bonjour. Bonjour. C'est contre vous que vont défiler les syndicats alors aujourd'hui. Vous êtes un casseur de droits acquis, un casseur de 1er mai, Gabriel Attal. Il y a des manifestations pour le travail tous les ans à l'occasion de la fête du travail et du 1er mai. Et pour ce qui me concerne, moi je suis favorable à ce qu'on garde nos jours fériés. Je n'ai jamais proposé de supprimer un jour férié. Simplement, ce que je dis, c'est que en ce 1er mai, vous avez des commerçants qui ont envie de pouvoir ouvrir, vous avez des salariés de ces commerçants qui ont envie de pouvoir travailler en étant volontaires, en étant payés double, en ayant un jour de repos pour compenser à un autre moment de l'année. Et que ça me semble légitime qu'on leur permette de le faire. C'est tout simplement ça. Donc, il n'y a pas de casse sociale, il n'y a pas de remise en cause, évidemment, du droit à un jour férié. Simplement, on propose à ceux qui le souhaitent de pouvoir travailler. Alors, le gouvernement a dit non à votre proposition. Vous avez vu, on a reculé. On demande plutôt de la mansuétude et de l'indulgence aux inspecteurs du travail. Qu'est-ce que vous en dites ? Oui, notre texte qui a été proposé à l'Assemblée a été retiré par le gouvernement. Mais dans le même temps, ils ont dit aux boulangers, aux fleuristes qu'ils pouvaient ouvrir. Et donc, ça les place, je pense à eux là, dans une situation un peu compliquée. C'est-à-dire que la loi n'a pas changé. Et vous avez le gouvernement qui dit vous pouvez quand même ouvrir et on espère qu'il y aura de l'intelligence collective. Sauf que voilà, moi ce que je souhaite, c'est qu'il n'y ait pas des inspecteurs du travail qui aillent verbaliser, sanctionner. Ça manque de courage. Moi je jette la pierre à personne, la situation elle est difficile. Non, simplement pour qualifier moi, leur décision. Je regrette en tout cas que le gouvernement ait fait le choix de retirer le texte. Maintenant, ils ont annoncé un nouveau texte pour le 1er mai 2027. Avant le 1er mai 2027. Voilà, pour que l'objectif, c'est que les règles changent à partir du 1er mai 2027. Mais pour ce 1er mai 2026, c'est vrai, j'étais il y a quelques jours à Lyon, j'ai rencontré des boulangers, des fleuristes. Il y a une forme de flou parce que d'un côté, la loi n'a pas changé et en même temps, le gouvernement leur a dit il y aura une tolérance. Mais j'espère que cette tolérance aura lieu et qu'il y aura une intelligence collective. Par ailleurs, il y en a qui sont encore laissés sur le côté, c'est notamment les bouchers, qui évidemment aussi demandaient à ouvrir. Par ailleurs, quiconque connaît ce qu'est une rue commerçante, c'est qu'entre le boulanger et le fleuriste, bien souvent vous avez le boucher, donc ça n'a pas vraiment grand sens de leur demander de fermer alors que les autres sont ouverts. Et puis vous avez le chocolatier, vous avez le restaurant. Le restaurant, lui, il est déjà ouvert. Il est ouvert, pour le coup, ça fait partie des dérogations. La supérette qui est un peu plus loin, elle est ouverte. Elle est ouverte aussi. Donc voilà. Et le McDo qui est encore plus loin, lui, il est ouvert. Donc c'est sûr qu'il y a une forme de cohérence à avoir, moi, il me semble, pour ce qui est métier de bouche, commerçant, pour qu'ils puissent ouvrir le 1er mai. Encore une fois, sans revenir sur le droit au jour férié. Oui, mais alors justement, quel est le bon système, ou plutôt le bon 1er mai ? C'est tout le monde fermé ou tout le monde ouvert ? C'est-à-dire on revient à ce qui était le 1er mai historique et personne n'ouvre, ou alors on se dit aujourd'hui les temps ont changé et tout le monde peut ouvrir. Qu'est-ce que vous souhaitez ? Vous souhaitez donner la liberté d'ouverture ? Moi, je pense qu'il faut laisser le choix à tout le monde, mais avec un cadre. La base du volontariat. Je pense que ce qu'il faut dire, c'est que pour tout ce qui est commerçant de bouche, là, il y a la possibilité d'ouvrir, encore une fois, en respectant le volontariat des salariés, le double salaire et un jour de repos supplémentaire à un autre moment de l'année. Pour ce qui est des autres activités, ce que je propose, c'est qu'on fasse branche par branche. C'est-à-dire qu'il y a une discussion entre les partenaires sociaux, les syndicats, le patronat dans chaque branche, et qui décident s'ils ouvrent ou pas, et des conditions dans lesquelles ils ouvrent avec l'indemnisation. Jean-Loup Bonamy, d'accord ou pas ? Oui, d'accord. Sur ce point précis, d'accord avec Monsieur Attal. Mais je me réserve. Alors Bruno pour une Poncet question plutôt. un peu après. Moi, je trouve que vous l'avez dit, mais c'est un peu hypocrite le fait que le gouvernement vous dise on ne fait pas votre loi maintenant. Par contre, on va dire aux gens vous pouvez ouvrir et on n'enverra pas. Sauf que c'est pareil. Hier, je crois que le Conseil d'État a retoqué ça suite à un dépôt de la CGT. Mais il y a un vrai sujet, c'est qu'à un moment donné, les inspecteurs du travail n'y vont pas tout seuls. Donc c'est bien quelqu'un qui les envoie et qui est leur patron, c'est quand même l'État. Je trouve que c'est hyper hypocrite. Moi, je suis pour que tout soit fermé comme avant et que même le dimanche, ça soit fermé, qu'on revienne à un vrai procédé ou que le 1er mai, ça soit sacralisé. C'est la dernière trace d'une vraie lutte pour les droits sociaux des gens, les droits des travailleurs. Ça doit rester comme ça. Alors après, les gens veulent bosser. Quand vous parlez de volontariat, on le sait. Là, dernièrement, quand il y a eu un peu ce flou artistique, on a commencé à dire aux boulangers ou aux fleuristes, vous pouvez faire venir vos employés. Les employés n'ont pas été consultés dans le genre tu veux venir ou tu veux pas venir, c'était au planning et c'est comme ça. Donc il y a un vrai problème et le PF2, si demain vous désacralisez le 1er mai, le PF2 n'aura plus de raison d'exister. Bon, d'abord, il n'est pas totalement sacralisé aujourd'hui puisque comme on l'a dit, il y a déjà des gens qui travaillent. Voilà, J'entends vous dites qu'il faudrait que plus personne ne travaille. Ensuite, moi, je me déplace beaucoup sur le terrain. J'étais donc à Lyon, avant ça à Bayonne, etc. J'ai échangé avec des commerçants et leurs salariés. Et franchement,
c'est pas, je pense, parce que j'étais dans le commerce qu'ils me l'ont dit, parce qu'ils m'ont reproché d'autres choses, mais ils m'ont tous dit, nous, on veut pouvoir bosser le 1er mai, parce qu'on veut pouvoir être payé double, parce que par ailleurs, ce jour-là, on a la possibilité de bosser. Et par ailleurs, quand on sait à quel point pour les commerçants, notamment les boulangers, les bouchers, etc., c'est difficile de recruter aujourd'hui et qu'ils ont du mal à recruter, je pense que le pouvoir de négociation pour quelqu'un qui ne veut absolument pas travailler le 1er mai dans sa relation et sa discussion avec le futur employeur, il est plutôt du côté du futur salarié qui peut poser un certain nombre d'exigences, parce qu'aujourd'hui, vous pouvez aller voir des bouchers, des boulangers, des fleuristes, bref, tous les artisans, le premier truc qu'ils vous disent, c'est on n'arrive pas à recruter. Et donc voilà, moi je pense qu'il y a aujourd'hui des Français qui ont envie d'avoir la liberté de travailler à certains moments où ils ne peuvent pas travailler aujourd'hui pour améliorer leur rémunération. Ils ont probablement d'autres raisons. Pardonnez-moi, donc pour rebondir sur ce que vous dites, donc très bien, on comprend bien que vous voulez libérer le travail, c'est une bonne chose. Bon, votre proposition a été écartée par le gouvernement, mais vous, en tant que président, si vous étiez, quelles seraient vos premières actions justement pour libérer le travail, vos actions concrètes? Parce que là, vous dites que le 1er mai, ça ne suffit pas, ou qu'il y aurait les commerces de bouche, oui, mais des propositions concrètes. Et vous avez raison, cette question du 1er mai, c'est un élément d'une vision plus large et plus globale sur le travail. Moi, je crois qu'on doit d'abord faire en sorte de travailler tous. Et donc moi, si j'avais la possibilité d'avoir des responsabilités à nouveau dans l'exécutif, ce que je ferais, c'est que j'irais au bout de la réforme de l'assurance chômage que j'avais préparée quand j'étais Premier ministre, qui a été interrompue par la dissolution, qui vise à inciter davantage, à accompagner davantage vers le travail. Je rappelle que j'avais préparé cette réforme avec mon gouvernement pour réduire la durée d'indemnisation, augmenter la durée qu'il faut avoir travaillé pour bénéficier du chômage, pour inciter davantage à l'activité. 2, je libérerai encore plus la possibilité pour ceux qui veulent travailler davantage de le faire. Exemple, je fais une proposition. Aujourd'hui, dans la loi, un salarié ne peut pas faire plus de 220 heures supplémentaires par an. Je pense qu'il faut supprimer ce plafond et permettre aux salariés qui le souhaitent de faire davantage d'heures supplémentaires s'ils le veulent. On ne travaille pas assez en France alors. Comment ? On ne travaille pas assez en France. France. J'ai entendu la dame de Bayonne tout à l'heure qui a appelé. D'ailleurs, elle a dit qu'elle m'avait vu à la foire au jambon de Bayonne le week-end dernier et qu'elle n'avait pas osé venir me voir. Mais alors, il faut venir me voir dans ces cas-là. D'ailleurs, il y a plein de gens qui sont venus me voir. Ils n'étaient pas toujours sympas, donc il ne faut pas hésiter. Moi, je me déplace beaucoup sur le terrain. Il faut venir m'interpeller aussi, échanger. C'est pour ça que je me déplace. Mais elle semblait penser, la dame... On dit qu'on travaille 110 heures de moins en France que dans les pays européens. J'ai cherché effectivement le chiffre. Ouais. Oui, c'est vrai, c'est l'OCDE qui le dit. Mais quand vous regardez dans le détail, le fait de travailler moins, c'est pas les gens qui bossent aujourd'hui qui bossent moins que les gens qui bossent dans d'autres pays. C'est en moyenne générale parce que globalement, on a moins de gens qui travaillent et on a des gens qui rentrent sur le marché du travail plus tard. Les études sont plus longues en France qu'ailleurs. Et des gens qui sortent du marché du travail plus tôt parce que la retraite est plus tôt qu'ailleurs. Il n'y a pas que ça, monsieur. Vous avez entendu Corinne, elle a dit quelque chose qui était très intéressant. Et moi, ça me concerne parce que j'ai 54 ans cette année. C'est qu'à 53 ans, on ne trouve pas de boulot. Et aujourd'hui, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et ça fait des années qu'on parle. Moi, je me suis retrouvé souvent face à vos collègues sur les réformes des retraites ou quoi que ce soit. Et on nous disait, oui, il faut mettre les gens au travail et on va aider le travail des seniors. C'est faux. En fait, aujourd'hui, dans une entreprise entre 55 ans et 60 ans, on commence à vous faire sortir le plus rapidement possible de la boîte. Et après, vous ne trouvez pas de boulot. Donc après, on vous dit, bah, écoute, tu fais 3 ans de chômage, tu es une rupture conventionnelle, quoi que ce soit. Corinne, tout à l'heure, c'est un exemple criant. 53 ans, elle ne retrouve pas de travail. Elle dit, je suis en formation pour changer de métier. Parce qu'aujourd'hui, évidemment, à 53 ans, dans son métier d'avant, on va pas l'embaucher. Là, votre sujet à vous, moi je veux bien qu'on travaille 70 ans. Mais aujourd'hui, donnez-nous des patrons qui ne trouvent pas que quelqu'un qui a plus de 55 ans ou plus de 60 ans trouve que c'est quelqu'un qui est trop vieux pour aller travailler dans une entreprise. D'ailleurs, le problème en France, c'est le chômage des jeunes et le chômage des seniors. Bien sûr, mais la réponse, c'est pas d'avancer le départ à la retraite et de reculer le moment où on rentre dans la carrière. Parce que sinon, si on suit ce raisonnement, on met la retraite à 55 ans ou à 50 ans. Ouais, mais ça, l'objectif, c'est comment est-ce qu'on améliore le taux d'emploi et qu'on lutte contre le chômage des seniors et des jeunes. D'ailleurs, le chômage des jeunes est plus important que celui des seniors. Je crois que le taux d'emploi des seniors est 2 fois plus élevé que celui des jeunes aujourd'hui. Donc évidemment qu'il y a des choses à faire, et beaucoup de choses à faire pour leur permettre de rester dans l'emploi ou d'en retrouver un. On est en plus, on le voit, dans un monde où tout va être transformé par l'intelligence artificielle. Et donc l'enjeu, ça va être maintenant d'apprendre à apprendre, de se former tout au long de sa vie, parce que globalement, on va à peu près tous changer plusieurs fois de métier dans notre vie et dans notre carrière. Vous êtes issu d'un mouvement, du mouvement En Marche, avec le président de la République. Vous êtes arrivé au pouvoir en 2017. Le chef de l'État avait promis cette révolution du travail, révolution de desserrer les carcans. Vous avez été au pouvoir 10 ans. Enfin, bientôt, il y a des choses qui ont été réussies. Il y a des choses qui ont été réussies. Mais justement, cette libération du travail, vous n'êtes pas allé au bout. Il y a eu en 2017, vous vous en souvenez, les ordonnances travail qui avaient été faites par Muriel Pénicaud à l'époque. Quand vous voyez aujourd'hui des chefs d'entreprise et d'entrepreneurs, ils vous disent ça nous a aidés et maintenant c'est plus facile de recruter. Maintenant c'est vrai qu'on n'est pas allé au bout de ça. Et moi, je parle d'un autre sujet qui est pour moi le sujet majeur. Mais pourquoi vous n'êtes pas allé au bout ?
Pourquoi vous n'êtes pas allé au bout de cette avez eu- libéralisation qui fait qu'aujourd'hui, des Français, on arrive au constat aujourd'hui, comme Corinne, de dire on travaille, on s'en sort pas. Et moi, je vais vous dire, le principal sujet aujourd'hui pour moi, pour ceux qui travaillent, ils ne demandent pas des chèques, ils ne demandent pas des aides, ils ne demandent pas des subventions. Ils veulent juste que le net se rapproche du brut. C'est le sujet. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure, on disait qu'en fait, finalement, aujourd'hui, le travail ne nous permet pas de pouvoir vivre décemment et de pouvoir. En fait, on a l'impression qu'on est juste là en train de survivre. Donc, et donner de l'argent à l'État. Je donne un chiffre. Aujourd'hui, une personne, pour 100 € qu'elle gagne de son travail, elle en garde 54. Pour la génération de mes grands-parents, c'était 30 € de plus. Elle en gardait plus de 80. 54 avant impôt, parce qu'en fait, la plupart des gens, c'est entre 46 et 47. Mais en tout cas, voilà, c'est plus de la moitié à la fin après impôt qui vous sont pris. Voilà. Et donc, c'est quoi la réponse ? C'est évidemment de baisser les charges. Et comment on baisse les charges ? C'est en faisant des économies. Parce que les charges, elles financent quoi ? Alors, vous les faites tous les économies. Je vous ai parlé tout à l'heure de la réforme de l'assurance chômage. C'est plus de 5 milliards d'euros d'économies qui étaient permis par la réforme que j'ai proposée quand j'étais Premier ministre, qui malheureusement a été interrompue par la dissolution. Évidemment, moi, mon souhait, c'est qu'elle soit reprise à un moment. Et pour l'instant, aucun des gouvernements qui a succédé au mien n'a souhaité reprendre cette réforme. 2, vous avez des économies à faire aussi sur l'explosion des arrêts maladie. Parce que ça, tous les employeurs, tous les chefs d'entreprise vous le disent, c'est en explosion. Alors, il y a des choses à faire sur la prévention, sur le bien-être au travail, sur la qualité de vie au travail, bien sûr. Mais vous avez quand même aussi un certain nombre d'abus et une explosion qui coûte cher. D'autres choses qui coûtent cher pour le travail. Enfin, il y a la question des retraites. Aujourd'hui, une grosse partie des prélèvements et du coût de notre modèle social, c'est aussi la question des retraites. Et on prend même du budget de l'État pour ça, tellement le système actuel n'est pas financé. Oui, mais là, c'est Sébastien Lecornu qui a renégocié la réforme des retraites, la suspension avec le Parti Socialiste pour s'acheter sa survie. Je vais vous dire, de toute façon, pour moi, le sujet n'est plus de savoir si c'est 62, 63, 64 ans. Pour moi, c'est la durée des cotisations. Pour moi, la question de l'âge légal ne sert plus à rien. La question de la répartition. La question de l'âge légal ne sert plus à rien. En fait, regardez aujourd'hui, vous avez plein de dispositifs, carrière longue, pénibilité, etc. Quand vous décalez l'âge légal de départ de 2 ans, les gens partent en moyenne 6 mois plus tard, tellement il y a de cas particuliers, de systèmes spéciaux, etc. De toute façon, c'est le nombre d'annuités de cotisation qui fait qu'aujourd'hui votre retraite. Moi, ce que je propose, c'est qu'on dise maintenant, on regarde plus, il n'y a plus l'âge légal, il y a la durée de cotisation. Et donc, vous voulez partir très tôt, vous avez moins. Vous partez plus tard, vous avez beaucoup plus parce qu'on fait des vraies décotes et des vraies surcotes. Et donc, ça donne de la liberté aux gens. Première chose. Deuxième chose. Avec de la capitalisation ? Moi, je propose qu'on développe la capitalisation dans notre système de retraite, ce qui sera bon pour la pension des retraités, bon pour le salaire parce que c'est moins de cotisations qu'on a à payer évidemment pour un système public par répartition. Et 3, c'est bon pour notre économie parce que ça finance aussi l'innovation, l'entrepreneuriat, etc. Donc voilà, c'est des propositions. Tout à l'heure, quand vous parliez des mesures sur l'emploi, vous parliez que des travailleurs. Or, on a vu dernièrement, et Fabien Guy a fait un travail là-dessus, sur les aides de nos entreprises, c'est 240 milliards à peu près, entre crédits d'impôt, subventions. Aujourd'hui, vous avez un sujet quand même sur les boîtes à qui vous avez donné de l'argent depuis des années. Et le CICE, c'est votre ancienne maison, les socialistes qui ont mis ça en place, par exemple. En fait, il y a un vrai sujet, c'est qu'on donne de l'argent à des entreprises françaises ou étrangères pour qu'elles gardent l'emploi en France. Mais quand elles s'en vont, vous leur demandez pas de rembourser l'argent. Et deuxièmement, on a vu comme le cas de Michelin, à qui on vous avait donné de l'argent pour acheter des machines, et les machines ont été achetées en Roumanie. Donc, et en fait, il y a un vrai sujet. Moi, je veux bien que vous ayez toujours aller chercher l'argent chez les travailleurs. Ok, vous trouvez qu'il y a trop de gens. Moi, je ne veux pas chercher l'argent chez les travailleurs. Je demande pas. Au contraire, je veux qu'on baisse les charges. Mais à un moment donné, pourquoi on n'arrêterait pas de donner de l'argent aux entreprises et qu'en fait, l'argent que vous donnez aux entreprises, vous allez le récupérer sur les charges qui sont prises aux entreprises et aux salariés. À un moment donné, arrêtez les deux. Ça arrêtera le vase communicant, en fait. Vous savez ce que c'est la première aide aux entreprises ? Dans le rapport, ce qui est qualifié comme aide aux entreprises, le truc qui coûte le plus cher, c'est les baisses de cotisations patronales. Ça veut dire que ce qui est considéré comme une aide aux entreprises dans ce rapport, c'est que les entreprises, on a baissé leurs cotisations quand elles embauchent. Moi, je trouve ça bien qu'on ait baissé ces cotisations parce que la réalité, c'est que le coût du travail, il est élevé en France. Et donc, si on supprime, comme le propose le rapport, les aides aux entreprises dans leur ensemble, ça veut dire qu'on augmente le coût du travail pour les patrons et donc ils vont recruter moins. Il y aura plus de chômage. Et je peux vous dire qu'à la fin, les gens, ils galéreront encore plus. Mais justement, s'il y a des abus sur certains sujets, évidemment, il faut le regarder. Il faut le tracer, cet argent. Vous le dites, il n'y a pas de traçage d'argent. Le CICE, c'était quand même pour faire de l'emploi. Excusez-moi, il n'y a pas eu les millions d'emplois qui ont été promis derrière. Là, je veux vous dire, aujourd'hui, on a le taux de chômage le plus bas depuis à peu près 30 ans, le taux d'emploi le plus haut depuis qu'il est mesuré. Donc, ces dernières années, globalement, le chômage a baissé. D'ailleurs, le problème, c'est plus vraiment le chômage de masse en France. Heureusement, il faut continuer pour que ça le redevienne pas. C'est encore une fois la rémunération de ceux qui bossent. Oui, mais c'est pas normal aujourd'hui que des gens qui travaillent
se retrouvent avec une impossibilité à boucler Là, les vous fins de avez une mois. profession libérale qui régulièrement nous dit c'est de la taxe, c'est de la taxe. Ah oui, on n'en peut plus. Voilà, On n'en peut plus. on Mais est pressé, pressurisé. Mais là, vous voyez bien que vous allez vous heurter quand même à un blocage, puisque votre prédécesseur, Nicolas Sarkozy, avait aussi placé le travail à un moment donné au sein même de son programme, et rien ne s'est passé. Là, on voit bien que si vous demandez encore aux Français de travailler davantage, certes, vous allez baisser des cotisations patronales, ce genre de choses, pour pouvoir employer, pour pouvoir embaucher, sauf que le Français qui va vouloir travailler davantage, ben là, vous allez vous heurter à un blocage. Mais moi, je veux pas demander, je veux pas forcer les Français qui travaillent à travailler davantage. Encore une fois, les Français qui travaillent, en termes de nombre d'heures travaillées, Et oui, mais c'est à ça, peu près comme chez nos voisins. Vous voyez bien qu'en ce Le moment, il y a un problème qu'on espèce a, c'est pas tant d'équilibre les à avoir Français qui entre le travaillent, bien-être et le à travail. qui on va demander des efforts, qui par ailleurs sont fatigués pour beaucoup et gagnent pas suffisamment. Le problème, c'est ceux qui travaillent et qui souhaitent travailler davantage, qui puissent le faire. Or, aujourd'hui, on a dans notre droit du travail des mesures qui les empêchent de le faire. On a cité le 1er mai, j'ai parlé des heures supplémentaires, on pourrait citer d'autres mesures. Et 2, faire en sorte que ceux qui ne travaillent pas aujourd'hui puissent travailler. Mais derrière, il ne faut pas les massacrer avec les impôts ensuite. Quoi. Non, on est d'accord. Mais quand Il faut baisser les impôts. Comment ? Il faut baisser les Bien sûr, impôts. je viens de vous le dire. Je vous dis qu'il faut que les gens qui bossent, à la fin, ils aient plus de leur travail et qu'on arrête de leur prendre. Oui, mais alors, Non, pas comment est-ce qu'on patronale. garde l'équilibre avec le système social français ou le système des services publics si on a moins de cotisations et si on paye moins d'impôts pour avoir plus de travail? Le système social, on le réforme. Je veux dire, moi, j'aime la sécurité sociale, j'aime les valeurs qui ont sous-tendu sa création. Mais c'est plus Maintenant, viable aujourd'hui. Ne pas le réformer, c'est le laisser C'est s'écouler. viable aujourd'hui ou pas? Bah non, bien sûr que non. Vous voyez bien les déficits qu'il y a et la dette sociale qu'on accumule. Voilà. Et donc, réformer notre système social, c'est pas s'y attaquer, c'est tout simplement le sauver. Parce que sinon, à la fin, je peux vous dire, ça ne tiendra plus. Donc moi, je vous ai dit de manière très claire, assurance chômage, retraite. Et encore une fois, il ne s'agit pas de dire on va faire douiller ceux qui travaillent. C'est plutôt faire en sorte qu'on soit davantage à travailler. C'est ça qui sera aussi la clé pour permettre à notre système de tenir. Gabriel Attal, vous restez avec nous. Je rappelle le titre de votre livre dont on va parler aussi tout à l'heure, En homme libre, aux éditions de l'Observatoire. Candidat potentiel à l'élection présidentielle, donc, ou candidat tout court à l'élection Peut-être que vous allez faire présidentielle. une annonce. J'ai pas d'annonce à faire aujourd'hui. Potentiel, virtuel? Vous savez, c'est pas une petite annonce ou une petite Mais je sais décision que bien. vous prenez comme ça sur Bah, vous êtes dans les un grandes coup de gueules quand tête. même, C'est vous quelque auriez eu chose un que vous bon rayonnement. mûrissez, que vous réfléchissez. Ce qui est sûr, c'est que ce livre, c'est une étape importante dans ce chemin vers Parce que là, vous n'êtes 2027. pas rasé, donc vous n'y pensez pas encore réellement, alors peut-être. C'est une étape importante, ce livre. Moi, je vais à la rencontre des Français, je me déplace partout. Je serai mardi à Bordeaux, à la librairie Mola, pour faire une signature et rencontrer les lecteurs. J'étais à Bayonne, vous l'avez dit, et je continuerai à me déplacer Faut dans aller les à semaines Nice, qui hein, chez viennent. Alain. Et à Vous l'issue êtes de... en campagne, donc. Je vais sur le... Mais vous savez, moi, je suis toujours allé C'est sur pour le le terrain. Hein. J'ai pas attendu les campagnes pour me déplacer. D'ailleurs, parfois, on m'a reproché de trop me déplacer dans mes fonctions quand j'étais au gouvernement en disant Donc le jour où vous il êtes passe son rasé, temps sur le terrain, etc. Oui, vous allez allez le peut-être un signe. dédicacer au Havre. Chez Édouard Philippe. Pour parce que l'instant, c'est ça, pas en fait, prévu. votre Pour l'instant, c'est problème pas prévu. principal. Alors, attendez, Oh, la bon, discussion dommage. va continuer dans un instant. Gabriel Attal reste avec nous parce qu'on n'a pas encore parlé de Total, on n'a pas encore parlé de la facture des Français, facture énergétique. Quelles sont vos propositions, vos solutions? Des questions de Jean-Loup Bonamy à venir. Bruno Poncet, Sandrine Pégan, Gabriel Attal, ancien Premier ministre, face au GG. À tout de suite. Il est 10h20. RMC, 9h midi, les grandes gueules. 10h25, RMC Story, les grandes gueules sont en direct à la radio, à la télé, avec l'avocate Sandrine Pégan, le cheminot Bruno Poncet, avec le professeur de philosophie Jean-Loup Bonamy, surtout avec notre invité Gabriel Attal, l'ancien Premier ministre, ancien ministre de l'Éducation nationale, potentiel candidat à l'élection présidentielle. C'est donc ce que l'on a compris. On est en plein contexte de la guerre au Moyen-Orient, Gabriel Attal, avec la hausse des prix du carburant. Finalement, c'est Total qui en fait plus que l'État aujourd'hui sur les carburants avec ses ristournes, c'est même sa double ristourne. Il faut laisser faire Total. On dit bravo Total, merci Total. En tout cas, c'est important que les distributeurs, notamment, ne fassssent pas de marge indue pour profiter de cette situation. Bien Oui, sûr. 5,8 milliards de bénéfices. Quand ils font des... Oui, mais vous savez que la plupart de leurs profits, ils ne les font pas en France. Et parce qu'on ne produit pas d'hydrocarbures en Donc France. on ne taxe pas, on ne bloque pas les prix. Je pense que, encore une fois, si vous avez des distributeurs qui sont capables de rendre une partie des marges qu'ils font, c'est bien. Ensuite, il faut tout regarder. Vous savez, moi, quand j'étais Premier ministre, on avait lancé une mission d'inspection pour vérifier secteur par secteur si dans la crise de l'inflation, il n'y avait pas des super profits indus. On avait même mis en place une mesure pour en récupérer Il y en a là selon vous ou pas une là? partie. Je ne suis plus au gouvernement. Enfin, vous faites de C'est la important politique. oui, je fais de la politique, mais je veux dire, moi, je préfère les choses qui sont établies sur des faits, sur des chiffres, et donc c'est important que les choses soient regardées, et je crois qu'elles le sont en ce moment. Et si jamais il y a des profits indus qui sont faits, il faut. Est-ce que le chèque pour les gros rouleurs, c'est une bonne chose? Est-ce que les aides ciblées, c'est ce qu'il faut faire, ou il faut aller au-delà? Vous avez des Français qui n'ont pas d'autre choix qu'utiliser leur voiture, notamment pour aller bosser. Je pense à l'infirmière libérale qui a besoin de sa voiture en zone rurale pour faire sa tournée. C'est sûr que ça lui coûte beaucoup plus cher. Et donc, il faut aider ces Français-là. La question, c'est comment vous le faites. Moi, les chèques, je suis toujours un peu perplexe parce que vous avez toujours les effets de seuil.
C'est-à-dire que vous avez des gens, ils disent, moi je suis toujours au-dessus des seuils pour être aidé. Et moi, j'ai jamais les aides, alors que je bosse et que je galère. Moi, j'aurais privilégié une autre mesure, qui est celle que j'avais portée quand j'étais moi-même au gouvernement, qui est de revaloriser le barème des indemnités kilométriques. Vous savez, les Français qui travaillent, ils ont cette aide. Et donc, c'est l'entreprise qui paye. Ah non, Non, c'est les impôts. C'est eux, c'est qu'ils payent moins d'impôts. Ouais, tu payes moins d'accord. À la d'impôts. fin, Dans leur déclaration d'impôt, ils ont le barème des indemnités Taux frais kilométriques. réels. Voilà, exactement. Et donc, ils ont une déduction fiscale. J'aurais revalorisé le barème. Je crois que c'est 5 millions de personnes qui travaillent, qui en bénéficient. Typiquement, l'infirmière libérale, elle est dedans de manière certaine. Bien sûr, mais sauf qu'elle met du temps à le récupérer, puisque c'est dans la déclaration. C'est là ce qui importe, c'est le quotidien. C'est pour ça qu'il est possible de faire un texte de budget rectificatif pour qu'il puisse y avoir un versement tout de suite. Mais au moins, c'est un cadre qui existe. On n'est pas là à inventer des nouveaux Mais seuils. Total etc. a pris la bonne décision en disant jusqu'à la fin de la crise, on baisse. Bah oui, bien sûr. Mais bon, ce sont des petits gestes quand Tout ce même. qui permet de baisser la facture des Français, je vais pas dire parce que c'est Total, je vais pas le critiquer, évidemment. Maintenant, encore une fois, on en revient au débat de tout à l'heure. Si les Français, on leur permettait de vivre mieux de leur travail, d'avoir un net plus proche du brut, bah évidemment que vous auriez moins de difficultés comme celle-là aujourd'hui. Jean-Loup Bonamy. Vous dites tout faire pour justement le portefeuille des Français. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas des mesures plus structurelles qui permettraient en effet d'aider le portefeuille des Français? Alors je repense à un dossier complètement enterré, mais par exemple la question en France de l'exploration du pétrole et du gaz de schiste. On en parlait énormément en 2012-2013, c'était dans le rapport Gallois sur la réindustrialisation de la France. Arnaud Montebourg, à l'époque ministre de gauche, en parlait, ça a été complètement enterré. Ou alors, également, donc toujours sur la politique énergétique, aujourd'hui, les Français, quand ils payent le litre d'essence à la pompe, ils payent des taxes. Bon, il y a des taxes qui sont nécessaires, mais il y a aussi des taxes qui servent à subventionner l'éolien. Est-ce que c'est normal que l'infirmière ou le boulanger, quand ils vont à leur travail, ils financent, ils subventionnent en période de crise l'éolien? Est-ce qu'on ne devrait pas tout simplement supprimer cette subvention? La C2E, oui. Voilà, pour baisser le prix de l'essence. Donc la politique énergétique, éolienne, gaz de schiste, ce genre de choses. D'abord, si on veut que la facture d'électricité des Français n'augmente pas, il faut produire plus d'électricité. Et pour produire plus d'électricité, vous avez besoin du nucléaire, et c'est très bien que ça a été relancé en France, et on a trop attendu pour relancer. Et vous avez besoin des énergies renouvelables aussi. Faux. Faux, parce que l'éolienne, en fait, elle produit très peu, elle est subventionnée à mort. En tout cas, c'est pas du tout ça qui va produire massivement de l'électricité. Moi, je me fie aux rapports scientifiques qui sont faits, à celui de RTE qui a été fait, qui montre que la demande d'électricité va exploser dans les années à venir. Et c'est pas avec l'éolien que vous allez le couvrir. En tout cas, c'est pas avec le nucléaire non plus tout de suite, puisque pour construire une centrale nucléaire, vous le faites pas en quelques semaines ou quelques mois. Moi, ce que je veux, c'est que la facture d'électricité des Français n'explose pas. Et pour ça, avec l'éolien, elle explose. Comme la demande d'électricité augmente, c'est-à-dire globalement, on électrifie les usages, vous avez des Français qui passent à l'électrique, etc. Donc il y a la demande qui augmente. Donc il faut que la production, elle augmente. On ne peut pas augmenter le nucléaire tout de suite. On a relancé, et ça prend une dizaine d'années pour sortir des réacteurs. Donc les énergies renouvelables, au moins dans l'intervalle, elles sont nécessaires. Je passe à la suite, vous avez parlé gaz de schiste, etc. Il y a une nouvelle qui est passée un peu inaperçue ces dernières semaines, alors que c'est potentiellement une très bonne nouvelle pour la France. En Moselle, on a identifié un gisement d'hydrogène qui est potentiellement le plus grand au monde. Et là, ça peut être des dizaines de milliards d'euros. Il faut aller forer, il faut y aller. Ah bah bien sûr qu'il faut y aller sur l'hydrogène, en plus qui est une énergie qui est bas carbone. Ensuite, non, mais c'est intéressant, il faut y aller. Oui, bien sûr, sur ce sujet-là, oui. Moi, je suis pas compte de ce qui sur l'hydrogène. Sur le pétrole, gaz de schiste, il y a une loi qui a été votée qui a fait que la France est le premier pays au monde qui a interdit le forage, l'exploitation de fossiles sur son territoire. Moi, je suis pas favorable à la faire évoluer. En revanche, pour de l'énergie évidemment décarbonée, il faut y aller. Deuxième chose, le vrai sujet pour l'augmentation structurelle des salaires, c'est l'innovation. Si la productivité en France avait eu la même trajectoire que celle des États-Unis depuis 20 ans, le salaire médian français ne serait pas de 2200 € net par mois, il serait de 3300 € net par mois. Et 50%. Pourquoi on n'a pas respecté cette trajectoire alors? Parce qu'en fait, c'est quoi? C'est l'éducation, la formation, la recherche pour l'innovation. 2, aux États-Unis, ils ont des entreprises qui sont devenues des géants du numérique, qui tirent toute l'économie et qui augmentent la prospérité du pays. C'est comme ça qu'ils ont réussi. Et donc, si on avait suivi la même trajectoire que ces 20 dernières années, encore une fois, le salaire médian en France serait de 3300 € net par mois, c'est 50% de plus. Donc moi, je crois qu'on doit tout faire pour que la France puisse redevenir une nation de scientifiques et d'ingénieurs. Quand vous avez des jeunes talents qui ont des idées, qui innovent, ils restent en France plutôt que partir, qu'on ait des géants du numérique en France, que dans l'industrie, évidemment aussi, on puisse innover et bénéficier d'innovation. Il faut bien se rendre compte de ce qui se passe en ce moment. La course technologique, elle se fait beaucoup entre les États-Unis et la Chine. On l'a perdu. Est-ce qu'on a perdu la course de l'innovation? Est-ce qu'on a perdu la course sur la voiture électrique? Est-ce qu'on a perdu la course sur l'intelligence artificielle? Je ne crois pas qu'on l'ait perdu encore.
et que s'il n'y a pas de ressaisissement au niveau européen et au niveau français, on peut la perdre. Et à ce moment-là, nos enfants, nos petits-enfants, le seul boulot qu'ils pourront faire, c'est servir du café aux Américains ou du thé aux Chinois quand ils viennent en France. Alors, on aura toujours une industrie touristique, c'est important, mais pour le reste, on risque d'être colonisé, vassalisé par les États-Unis et la Chine. Regardez ce qui se passe aujourd'hui sur le véhicule électrique en Chine. Je crois que c'est moins de 6 minutes pour recharger la batterie de son véhicule. Bref, ils sont à la frontière technologique surtout. Si nous, on se laisse durablement dépasser là-dessus, les salaires n'augmenteront pas à l'avenir. Au contraire, on va s'appauvrir. Et donc, tout doit être fait, pour moi, pour cet objectif d'innovation et de prospérité du pays. Et encore une fois, pour tout le monde, c'est pas quelques startups à Paris, ça concerne aussi l'industrie et ça concerne tous les secteurs et tous les territoires. Vous dites que dans vos dédicaces dans la librairie, parfois vous faites mal accueillir, vous faites enguirlander, vous payez le bilan de Macron. On ne peut pas tant dans les dédicaces parce que les gens qui viennent, a priori, c'est des gens qui ont envie de lire mon livre. Donc, oui, mais enfin, je me déplace évidemment au-delà de mes dédicaces. J'étais sur la foire au jambon de Bayonne, on le disait tout à l'heure. Oui, vous avez des gens qui disent on est déçus, on est en colère. Et ils me parlent de plein de sujets. Alors pourquoi est-ce qu'ils voteraient pour vous ? Encore une fois, parce que c'est Gabriel Attal, Emmanuel Macron, c'est président et c'est le clone peut-être. Gabriel Attal, c'est le clone de Macron. Je pense que les gens, ils sont lucides. Il y a des choses qui ont été ratées, il y a des choses qui ont été réussies. Je pense qu'il y en a aussi. Et ensuite, parce que s'ils veulent tourner la page du macronisme, ils tourneront la page Gabriel Attal aussi. Mais moi, vous savez, je ne vais pas prendre les gens pour des imbéciles. Les Français, ils sont intelligents. J'ai été au gouvernement depuis 2018. Moi, je pense que je dois être comptable de ce que j'ai fait ou pas fait, ou bien fait ou mal fait dans les ministères qui m'ont été confiés. On peut me reprocher des choses, on peut ne pas avoir été d'accord avec des mesures que j'ai prises ou des décisions que j'ai prises. Globalement, on ne peut pas me reprocher de ne pas avoir agi dans les ministères qui étaient les miens, que ce soit à l'Éducation nationale, à Bercy ou au secrétariat d'État à la jeunesse. Voilà, après la campagne, elle va servir à présenter un projet aux Français. Et on est à l'heure des choix en 2027. Donc la campagne. Est-ce qu'on considère... oui, parce que c'est sur ça qui m'interroge. Oui, moi, je suis chef de parti, ma responsabilité, c'est de préparer une campagne, évidemment, pour mon parti. Et vous serez campagne avec qui ? Tout seul, avec Édouard Philippe, contre Édouard Philippe, parce que tout le monde est sur la ligne de départ, et on voit pas les différences entre Gabriel Attal et Édouard Philippe, quoi, en fait. Pour l'instant, vous avez assez peu d'idées et de projets qui ont été mis dans le débat public. Donc c'est sûr que si vous parlez que des noms, vous voyez pas les différences. Mais ensuite, quand il y aura les projets qui vont sortir, vous verrez les différences. On reprend l'exemple de la retraite. Tout à l'heure, moi, je vous dis, je veux supprimer l'âge légal de départ, garder que la durée de cotisation pour que les gens aient plus de liberté sur quand ils partent. La dernière fois qu'Édouard Philippe s'est exprimé sur la retraite, lui, il propose les 67 ans. Vous voyez déjà une différence entre nous. Pas d'âge. Et sur d'autres sujets, il y aura probablement, évidemment, des différences. Ensuite, l'important, c'est qu'il y ait une vraie campagne. 2022, il n'y a pas eu de campagne. Le président s'est déclaré très tard, il y avait la guerre en Ukraine. Qu'est-ce que ça a donné ? De la frustration chez beaucoup de Français, une absence de majorité absolue ensuite, et même pas vraiment de programme pour la suite après l'élection présidentielle. Oui, mais il faut une vraie campagne, et ensuite il faudra un vrai rassemblement s'il y a un risque d'avoir un deuxième tour entre LFI et le RN, ce qu'on veut éviter bien sûr. Vous disiez à l'instant qu'en 2022, il n'y avait pas vraiment de campagne, mais est-ce que vous avez l'impression que là, les Français ont la tête aux élections ? Sincèrement, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, vous mettiez dans la balance le fait qu'il y avait la guerre en Ukraine, là il y a la guerre en Iran. Les Français n'ont pas la tête à ça. Un an avant l'élection. Eh oui, mais normal. Ça va très vite. Je veux dire, moi je comprends parfaitement les Français. On parle de tous les sujets depuis tout à l'heure, comment ils bouclent leur fin de mois, etc. C'est ça qui les préoccupe aujourd'hui, plus qu'une élection dans un an. Maintenant, la responsabilité d'un parti politique, c'est de préparer cette échéance, parce que c'est pas n'importe quelle élection, parce qu'on n'est pas à n'importe quel moment. Tous les pays dans le monde aujourd'hui, ils investissent, ils réforment, ils cherchent à être les premiers et à être les leaders sur toutes les nouvelles technologies. On ne peut pas se laisser durablement dépasser. D'ailleurs, justement, par rapport aux nouvelles technologies que vous soulevez, toutes nos données sont aux USA. Donc on a l'impression que la France allait dépasser. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez président en 2027 ? À partir de quel moment on pourrait protéger un peu nos données françaises ? En fait, vous avez quand même aujourd'hui un projet de cloud souverain européen qui est en train de se déployer. Et pour moi, c'est ça la réponse. Si on veut rivaliser sur ces sujets-là avec les États-Unis ou avec la Chine, c'est pas vrai de dire qu'on y arrivera tout seul en franco-français. C'est évidemment au niveau européen, 450 millions de consommateurs, une puissance économique qui est importante. Donc pour moi, ça se joue en Europe et objectivement, sur ce sujet-là et sur d'autres, on va dans la bonne direction. Le deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron, c'est un quinquennat raté ? Depuis la dissolution, en tout cas, il ne se passe plus rien. Je veux dire, franchement, la dissolution... Vous en parlez d'ailleurs dans votre livre, de la dissolution. Hein. Oui, parce que moi, quand je me déplace... C'est traumatisé de la dissolution. Non, enfin, tous les Français ont été choqués de cette décision et je pense qu'on voit qu'on en paye le prix aujourd'hui. Mais moi, quand je me déplace... Vous avez toujours des Français qui viennent me voir qui me disent on ne comprend pas comment il a pu décider de cette dissolution. Vous dites là il ne se passe plus rien, mais donc il ne va rien se passer d'ici 2027 ? Juste pour répondre à la question, quand je me déplace, les gens ils me disent on ne comprend pas pourquoi il a fait cette dissolution de président et comment vous avez pu ne pas être au courant, comment il vous l'a caché, etc. Dans le livre, je raconte effectivement ce qu'on lit jamais dans la presse, ce qui se passe derrière les portes, dans les coulisses et comment tout ça s'est fait. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire ce témoignage. Ensuite, c'est une réalité. Depuis la dissolution,
Il n'y a plus aucune majorité à l'Assemblée. Il n'y a plus aucune réforme qui peut être passée. Regardez sur l'histoire du 1er mai. On parle de permettre juste aux boulangers, fleuristes, bouchers de travailler le 1er mai. Il y a un texte de loi. Il ne peut même pas passer à l'Assemblée. Donc il ne se passera rien d'ici la présidentielle. Je crois qu'il va se passer très peu de choses, malheureusement. À quoi il sert Sébastien Lecornu? Vous voyez bien, là, il a annoncé une mesure pour aider les gros rouleurs, etc. Bien qu'il y ait un gouvernement. Le fond de ma question, c'est qu'aujourd'hui, il ne sert à rien. Il dure à Matignon jusqu'à la présidentielle. D'abord, il n'est pas responsable de la situation du Parlement mais aujourd'hui. C'est lui qui Emmanuel Macron le responsable. Ça, c'est sûr que c'est la dissolution, bien sûr. C'est le choix de dissoudre. Et dans ces conditions-là. Quand vous baladez en France, vous dites vous baladez en France, mais vous avez bien vu, il y a un vrai rejet au-delà de Macron, du macronisme. Et en fait, malheureusement pour vous, enfin, vous l'incarnez, peut-être pas malheureusement, c'est ce qui fait que vous êtes non, aujourd'hui. il a quand même marqué une rupture. Mais en fait, non, la rupture, c'est mort. Moi, je veux vous le dire. La plupart des gens aujourd'hui, vous, Édouard Philippe, Macron, c'est une cata. C'est une cata, les gens ne veulent plus. Donc moi, j'ai bien peur. Et pas que pour vous, mais j'ai bien peur qu'à un moment donné, aujourd'hui, il y a quand même, par exemple, une rumeur qui dit qu'il y aura un pacte de non-agression entre vous et Édouard Philippe. Et s'il y en a un des deux qui est plus haut que l'autre, l'autre se rangera derrière lui. Mais les Français veulent pas. C'est ça, vous avez signé un pacte de non-agression? J'ai rien signé du tout. Ce que je disais tout à l'heure. Non, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut une vraie campagne et qu'il y ait plusieurs candidats. Entre nous. Et ensuite, s'il y a un risque. Mais il n'y aura pas Édouard Philippe et Gabriel Attal. Des candidats, il y en aura une trentaine. On est bien parti pendant une trentaine de candidats. S'il y a un risque d'avoir un deuxième tour entre LFI et le RN, que moi je veux éviter aux Français parce que je pense que ça serait une catastrophe pour le pays, s'il y a ce risque-là, il vaut mieux éviter qu'il y ait plusieurs candidatures. Il y a une vraie rupture avec vos programmes qui divisent les voix. Si elle est le RN ou LFI, il y a une vraie rupture avec vous. Et donc à ce moment-là, il faudra un rassemblement, évidemment. Mais c'est une question qui se posera début 2027, à l'issue d'une campagne où on doit confronter des projets. Merci Gabriel Attal. Est-ce que Emmanuel Macron a reçu votre livre? Est-ce qu'il l'a lu d'après vous? Alors je lui ai envoyé. Vous l'avez signé? Très bien. Non, je vous l'ai dit, ça va. Je ne sais pas s'il l'a lu, j'ai pas eu de mais retour. Vous lui avez adressé. Évidemment, quels sont vos rapports avec lui aujourd'hui? Moi, j'ai du respect pour lui, de la reconnaissance, parce que c'est lui qui m'a permis. Et de la rancœur? Comment? Et de la rancœur? Non, il y a eu un avant et un après avec la dissolution, mais encore une fois, pas tant pour moi. Ce que je raconte dans le livre, c'est que j'avais décidé de démissionner au vu des résultats des élections européennes. Donc moi, je savais le soir que mon sort à Matignon, il était scellé. Donc il y a eu un avant et un après à cause de la dissolution, mais c'est pas tant pour ma situation à moi que pour le pays. Parce que, et ça je le raconte dans le livre, quand il nous dit qu'il va dissoudre, qu'il me l'annonce à peu près une heure avant tous les Français, je pressens et je lui dis que ce qui va se passer pour le pays, c'est exactement ce qu'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire l'absence de majorité, un pays qui est ingouvernable, un pays dans lequel il n'y a plus aucune réforme, alors même que tout le monde réforme et tout le monde avance dans le monde. Merci Gabriel Attal. Je rappelle le titre de votre livre En homme libre aux éditions de l'Observatoire. Merci d'être passé par les GG. Il est 11h moins 20.